le micro ici et je vous remercie d'être présents. Je remercie Lucie et David pour les présentations qui vont me permettre de sauter au travers quelques étapes de ma présentation. Je considère qu'à ce point-ci, il y a certains aspects de ce qui est le droit à la liberté académique qui va être que je n'ai pas besoin de répéter. Au niveau de la présentation, ce que je voyais faire, c'est vraiment présenter un peu le contexte de ma recherche, le cadre théorique qui l'appuie, je prévoyais parler du fondement de la liberté académique au Québec. Je vais voler rapidement. Fondement du droit à l'accès à l'information. Donc, moi, ce qui m'intéresse vraiment beaucoup, c'est les interactions qui peuvent exister. Je vais peut-être annoncer mon plan et ma future conclusion possible. Les interactions qui peuvent exister entre le droit d'accès à l'information et le droit à la liberté ou en tout cas la liberté académique, les liens qui peuvent exister, comment les deux s'arriment, et beaucoup ce que j'essaie de réfléchir dernièrement, c'est comment les deux s'arriment au travers non seulement le droit à la liberté d'expression, qui est comme la source classique de ces deux droits-là, Colibex est un peu révélateur de cette source-là, mais comment plus largement on doit le réfléchir au regard des principes de séparation des pouvoirs et des droits démocratiques, lesquels la Cour suprême a reconnu, ont une composante informationnelle, c'est-à-dire que l'électeur n'a pas juste un rôle à jouer en votant, mais tout le système repose en réalité sur le fait que le vote est éclairé, est informé. Et dans ce contexte-là, quand on prend une approche qui est peut-être plus fonctionnaliste, on va voir que les universités, la liberté académique devient cette possibilité d'émergence de critique d'information et de réflexion argumentée, rationnelle, cohérente pour permettre d'exercer ce droit démocratique-là plus largement. Donc, je n'ai pas l'impression de rénover nécessairement, c'est peut-être plus essayer de l'ancrer. Comme je reviens, fondement sur les droits d'accès à l'information, parler un peu de c'est quoi sa reconnaissance à l'intérieur du droit québécois, c'est quoi sa réalité aussi pratique. Après ça, un volet de l'étude ou de la recherche que j'ai fait était vraiment de m'intéresser dans la loi sur l'accès à l'information. Il existe des mécanismes particuliers pour éviter que ces mécanismes de restriction-là sur l'accès à l'information viennent nuire à des activités de recherche. Il y a possibilité d'avoir des ententes de partenariat. Donc, j'ai fait, et là on tombe dans le méta, une demande d'accès à l'information à la Commission d'accès à l'information pour obtenir toutes les ententes d'accès à des renseignements personnels dans le cadre de projets de recherche pour essayer de voir comment ces ententes-là sont documentées, sur quoi elles portent. Est-ce qu'il y a des enjeux où il y aurait peut-être des préoccupations à avoir au niveau, d'une part, la protection de la liberté académique. Malheureusement, je vous le dis tout de suite, je n'ai pas pu faire ce travail-là, mais également, comme ces ententes sont toujours au bon vouloir des organismes sur lesquels ils portent, je me suis beaucoup intéressé à sur quoi portent les recherches qui sont faites avec les partenariats des organismes, notamment parce qu'il y a tout un volet sur le discours. Quand on parle de la liberté académique, on parle de la capacité de critiquer. Il y a cet aspect, comment on peut critiquer la société avec des données qui sont pertinentes, probantes ou qui ont une validité, puis qui permettent de valider ou renverser des hypothèses, qui est un aspect qui, selon moi, doit être considéré peut-être dans la liberté académique. Puis après ça, justement, comme je l'ai un peu annoncé, mon gros argument central, ou en tout cas ce que je tente d'inviter, c'est peut-être une désindividualisation du droit subjectif à la liberté académique. Je vais essayer de le... Traditionnellement, la liberté académique est un droit qu'on reconnaît aux détenteurs de cette liberté-là, un droit d'agir sans restriction. Quand je vais parler tantôt de désindividualisation, quand je passe par les droits démocratiques, c'est de dire peut-être que, bon, là c'est paradoxal parce que je suis chercheur et doctorant, mais peut-être que moi, sans être doctorant, j'ai un droit à une société qui reconnaît la liberté académique, qui la met en œuvre, parce que c'est cette liberté académique-là qui devient la condition de réalisation de mon droit démocratique, de mon droit informationnel qui est sous-tendu et des droits à la liberté d'expression. Donc, quand je parle de désindividualisation, c'est essayer de cadrer à l'intérieur peut-être d'une réflexion constitutionnelle ou chartière au sens des chartes des droits de la personne, d'essayer de réfléchir peut-être des possibilités de recours ou de mise en œuvre qui puissent peut-être sortir du carcan très strict du Code du travail qui a ses limitations, notamment au niveau des pratiques. Très rapidement, je voulais, avant de me lancer plus loin, puis là j'ai l'impression que j'ai vendu comme plein de mes punchs, mais je
je veux quand même le faire parce que pour moi, c'est toujours un peu important de contextualiser mon travail et ce dans quoi je fais. Je m'intéresse énormément à l'analyse économique du droit. Un des volets qui fait que je me suis intéressé à l'accès à l'information, c'est notamment, j'essaie de documenter ce qui se fait en matière de régie du logement, de comment toute la mise au rôle, comment toute l'administration de la justice, les indicateurs de performance qui existent au niveau du TAL ont participé à un phénomène par lequel il y a une ineffectivité du droit. Donc, quand on lit les lois sur la protection du logement, gros régime de protection, le domicile est inviolable, tout ça. Quand on regarde la mise en pratique, c'est autre chose complètement. Et pour essayer de comprendre ça, c'est de me dire, à un moment donné, le tribunal, comme instance judiciaire, est devenu quelque chose à intérêt, que je devais comprendre, que je devais analyser, décortiquer pour essayer de comprendre comment ça se fait qu'on est rendu là où on est rendu. Et donc, beaucoup analyser les indicateurs économiques, les incitatifs, des incitatifs qui peuvent exister, les rapports de pouvoir qui peuvent venir influencer de manière un peu cachée ou qu'on pourrait effacer. Je m'intéresse énormément à la dangerosité informationnelle qui est un peu l'idée qu'une information en tant que telle n'est pas neutre. Puis ça, on en parle souvent, c'est savoir quelque chose a une incidence sur comment on va regarder le reste du monde, qu'est-ce qu'on va faire ou ne pas faire, qu'est-ce qu'on va pouvoir même développer comme savoir successif et sur les risques qui en découlent. Au niveau de mon mémoire de maîtrise, je m'étais intéressé à l'idée quand on a dit « Hey, peut-être que des gens peuvent se suicider en attaquant des policiers », qu'est-ce que ça a eu comme impact sur notre manière d'appréhender le recours à la force des policiers? Donc, et pour moi, cette réflexion-là s'encadre sur le rôle de l'université dans le développement des savoirs, devient vraiment central, un acteur qui s'intègre dans ce que j'essaie d'analyser, ce que j'essaie de comprendre. Et amène souvent... il y a la dangerosité informationnelle finit par avoir des impacts sur les conditions matérielles dans lesquelles on existe. Et beaucoup de ce qui m'intéresse, c'est comment les conditions matérielles vont avoir une incidence sur les possibilités d'émergence de savoir. Souvent, ce que je dis, c'est quand on a découvert que le plomb était toxique, on a coupé quand même le développement, tout un aspect des savoirs culinaires qui auraient utilisé le plomb pour cuisiner. Ce que je veux illustrer par là, c'est vraiment le fait que quand on découvre, ce n'est pas vide, on découvre que ça a une incidence sur ma mortalité et donc je vais m'exclure de ces savoirs-là ou je ne vais pas explorer ces enjeux-là. Donc, cette matérialité a une incidence, puis bon, c'est peut-être évident, mais je préfère c'est un aspect qui m'intéresse sur qu'est-ce qu'on rend impossible comme savoir, qu'est-ce qu'on exclut par des formats du monde. Au niveau du cadre théorique, j'approche généralement le droit à partir d'une perspective qui est le positivisme critique, c'est-à-dire qu'il existe des règles, il y a une pyramide de normes classiquement et qu'on peut intégrer à l'intérieur de cette pyramide de normes-là. On peut avoir un exercice qui est logique, exégétique pour essayer de comprendre qu'est-ce qui est contenu dans une norme et quelles sont l'ensemble des normes existantes. Et il y a une approche qui peut toucher à l'interdépendance du droit, que je préfère parler comme des droits, comme je préfère utiliser le concept de cohérence du droit, c'est-à-dire que je ne crois pas qu'on a voulu... Je crois qu'il faut comprendre le droit à la liberté d'expression, les droits démocratiques comme étant des droits qui sont cohérents entre eux et qui se nourrissent et qui participent à mettre en place un projet de société qui, tout en étant très difficile à dire précisément avec des mots, exprimait quand même un projet sous-jacent. Je vais terminer en remerciant mon employeur dont il a été fait mention, la FQPPU, qui m'a permis et qui m'a autorisé à utiliser les données puis les ententes qu'on a obtenues au travers d'une demande d'accès à l'information dans le cadre de mes fonctions professionnelles. Mais je vais également me permettre une mise en garde qui, je crois, est importante, là où Lucie disait « Moi, je ne parle pas en mon nom personnel, je parle au nom de la FQPPU. » C'est tout l'inverse. Je parle en mon nom personnel, je ne parle absolument pas au nom de la FQPPU. C'est ça. Je trouvais important de le préciser. La FQPPU respecte ma liberté académique, mais je ne présente pas ses positions. Donc, très rapidement, au niveau de la liberté académique au Québec, on en a parlé un peu, il y a l'arrêt McKinley qui ne reconnaît pas nécessairement le droit à la liberté
académique, mais qui voit quand même un principe important à considérer et qui annonce quand même son importance, mais c'est d'abord et surtout au travers le droit du travail, les conventions collectives des professeurs principalement, que c'est formalisé, c'est diffusé. Et c'est ce droit à la liberté académique est généralement vu sous les 4 volets dont David a parlé précédemment. Plus largement, ça a été reconnu au moment du milieu, dans le milieu universitaire au travers une loi. Et on le cadre toujours comme un droit individuel, toujours le droit de la personne qui veut exercer cette liberté d'expression. Et c'est très, très centré sur la liberté d'expression quand on regarde les débats parlementaires. Somme toute, la ministre McCann s'exprimait à des fins académiques, lorsqu'elle définissait l'essentiel, la substance de ce qui était la liberté académique selon elle, c'est toutes les idées, tous les sujets, sans exception, peuvent être débattus de manière rationnelle et argumentée au sein des universités. Cela dit, quand on regarde les débats parlementaires, et bon, j'ai peut-être les conditions qui permettent d'exprimer, de former, d'avoir des idées, les conditions qui viennent justement faire cette surdétermination des idées et des opinions possibles à formuler dans une société, ne sont pas vraiment une considération. Et donc, il y a comme une espèce de création de la liberté académique à l'intérieur de l'institution qui permettrait un débat large et ouvert, mais le fait que ce débat, dans toute l'ouverture qu'on veut lui donner, est surdéterminé par le fait que certaines personnes y ont accès et pas d'autres. Mais plus loin que ça, c'est également, on ne peut pas former une opinion, ou en tout cas, on peut difficilement former une opinion rationnelle et argumentée sur quelque chose qu'on ne peut pas documenter, qu'on ne peut pas avoir accès à des données pour l'explorer. Et ce volet-là est complètement passé sous... ou en tout cas, je ne l'ai absolument pas vu dans mon étude des travaux. Au niveau du droit d'accès à l'information, il est formalisé au sein de la charte, et ça, c'est un truc qui est quand même intéressant, je trouve, et c'est qu'on distingue généralement la liberté d'information, qui est comme la liberté de s'informer, si on veut aller s'asseoir dans une salle du tribunal ou si on veut communiquer de l'information, et le droit d'accès à l'information. Et ma présentation s'intéresse vraiment beaucoup à la question de l'accès à l'information comme une composante de la liberté académique, parce que bien qu'il y ait une opérationnalisation à l'intérieur de l'article 9 de la loi sur l'accès aux documents, où est-ce qu'on va dire toute personne a le droit aux documents des organismes publics et peut y avoir accès, le consulter et faire une recherche, et qu'il y a à l'intérieur de la Charte québécoise l'article 44 qui reconnaît le droit à l'information dans les mesures prévues par la loi. Il reste que ce droit d'accès à l'information-là n'a pas beaucoup de mobilisation à l'extérieur du champ quand même très spécifique du journalisme. Classiquement, lorsqu'on se tourne vers les décisions de la Cour suprême, on va aller vers beaucoup de décisions qui vont porter sur la liberté d'expression et qui vont recentrer beaucoup l'accès sur la liberté d'expression et le rôle des journalistes d'avoir accès à l'information pour être capable de le reproduire. Cela dit, l'avantage, c'est que dans ce contexte-là, la liberté d'expression et sa composante d'accès informationnel a été reconnue comme étant un droit qui s'induit de la Constitution et de la liberté d'expression qui existe. Et la composante informationnelle, le droit d'accès à des informations pour être un électeur informé, a également été reconnu par la Cour suprême dans ses débats sur c'est Harper contre procureur général du Canada en 2004, qui reconnaît cette importance de l'accès à l'information. Cela dit, pour l'électeur informé. Cela dit, la permutation à l'intérieur des décisions, de l'analyse du droit d'accès à l'information ou peut-être du rôle que peuvent jouer les universités et certaines institutions publiques ne semble pas s'être faite tant dans la pratique judiciaire que au niveau des politiques de mise en œuvre de ce qui pourrait être ce droit-là. Quand on regarde le droit d'accès à l'information au travers de la loi sur l'accès à l'information, on se rend compte qu'il y a un mécanisme d'accès qui
transmettre une demande. A priori, ça devrait être plutôt rapide. L'organisme a 20 jours pour répondre et puis il y a des restrictions qui sont excessivement limitées. Et lorsqu'on a une réponse, on peut faire une demande de révision. Tout ça se fait normalement en 50 jours. Donc, quelqu'un qui voudrait prévoir un projet de maîtrise ou un projet de doctorat qui reposerait sur l'accès à des documents d'organismes publics devrait pouvoir le faire assez facilement, sauf qu'en pratique, le délai de mise au rôle pour avoir une première audience à la Commission d'accès à l'information, c'est au minimum 18 mois. Qui plus est, même s'il existe des obligations, la loi est très claire, l'organisme a l'obligation d'assister le demandeur afin de trouver les documents qui pourraient contenir les renseignements recherchés. La loi est également très claire que l'organisme, lorsqu'il y a des renseignements sensibles à l'intérieur des documents concernés, ne doit qu'extraire que ces documents sensibles, à moins qu'ils constituent la substance du document. En pratique, en théorie, désolé, le cadre permet un excellent accès et permet facilement, dans le cadre de recherche, de travailler. En pratique, les organismes ne respectent pas leur plan de classification, même s'ils ont des plans de classification que leur impose la loi. Donc, quand on leur demande des documents, ils disent « je n'ai pas ces documents-là » parce qu'ils sont incapables de les repérer. Lorsqu'ils en ont, ils n'ont pas de mécanisme efficace pour détenir et ils n'ont pas non plus de politique. Ils ont des politiques sur le traitement des renseignements personnels. Tout le monde va dire qu'ils ont des politiques pour dire « ceci contient des renseignements personnels ». Sauf qu'en réalité, ce n'est pas comme ça que ça marche. Et donc, chaque fois qu'il y a une demande d'accès, plutôt que de dire « ces documents-là ont été flagués comme détenant des renseignements sensibles », on va repasser au travers tous les documents, ce qui crée un poids administratif très lourd au moment de la demande d'accès à l'information, ce qui entraîne une pratique par laquelle souvent ça va être des refus en bloc, soit en alléguant que la charge de travail est excessive, soit en alléguant que il n'existe pas de documents qui répondent à la demande, ou en évoquant une panoplie de restrictions et en disant que les documents concernés constituent la substance. Ce qui vient, cette pratique-là, crée vraiment une limitation fonctionnelle pour être capable d'accéder à des renseignements qui permettraient d'étudier le rôle de l'État, de ces organismes, dans l'organisation de la société. Sans aller en détail, il n'y a pas non plus de remède efficace que prévoit la loi sur l'accès pour sanctionner le fait qu'un organisme ne mette pas en œuvre ses obligations ou utilise des manœuvres dilatoires pour éviter de mettre en œuvre, pour éviter de permettre l'accès aux documents. Et là où on a voulu, et c'est des fois une faille qui peut exister, et je rejoins peut-être l'approche de Lucie sur rajouter des fois des politiques, rajouter des trucs. Donc, face à ces problèmes-là dans l'accès à l'information et notamment le fait qu'il y avait une tendance très forte à évoquer les renseignements personnels comme motif de refus de transmission des informations, on est venu formaliser à l'intérieur de la loi un processus par lequel on peut avoir une entente, puis là, négocier une entente de chercheurs à organismes publics pour permettre l'accès à des documents qui pourraient être autrement sensibles. Et ces ententes-là doivent être négociées puis transmises à la Commission d'accès à l'information pour qu'elle en fasse le dépôt. Cela dit, il y a plusieurs limites que ce mécanisme-là soulève. Déjà, d'entrée de jeu, c'est un mécanisme qui n'a aucun critère prévu par la loi sur le refus de l'organisme de donner accès à ces documents. Donc, il laisse place à une discrétion très forte qui permet à certains organismes qui, admettons, moi, en ce moment, je suis en débat constitutionnel avec le TAL parce que le TAL a décidé de sortir un livre de procédure pour éviter que j'aie accès à leurs données administratives pour être capable de faire une analyse de leur mise au rôle parce que j'ai publié par le passé, puis comme on me l'a dit très clairement, par le passé, j'ai publié des articles qui critiquaient leurs décisions de mise au rôle et leur manière de gérer leurs responsabilités administratives. Et ça retombe sur « on n'est pas intéressé à te donner accès, puis on va se battre jusqu'au bout pour te bloquer ». À ce niveau-là, ce que je me suis intéressé au travers mon travail à la FQPPU, c'est voir est-ce qu'il y a des enjeux dans la négociation des ententes qui
permettre l'accès. Donc, est-ce que les organismes sont sensibles au droit à la liberté académique? Est-ce que c'est mis en œuvre? Comment c'est mis en œuvre, sachant que, a priori, la liberté académique, normalement, relève des ressources humaines, principalement lorsqu'elle est en question, et que ces demandes d'accès-là relèvent généralement du secrétariat juridique, qui est complètement différent. Et encore, ça, c'est lorsqu'on est dans un domaine universitaire, où est-ce que quelqu'un dans l'administration, à quelque part, va être sensible à la protection de la liberté académique. Ce qui arrive pas nécessairement à l'intérieur d'autres organismes publics, comme, admettons, le tribunal administratif du logement, mais également, comme on peut l'envisager, sur certains hôpitaux qui pourraient être sensibles à des critiques qui pourraient être formulées contre eux ou qui ne souhaitent pas faire l'objet de critiques. Donc, ça vient, c'était ce que je souhaitais analyser, et vu les difficultés, parce que quand j'ai demandé à avoir accès aux négociations pour ayant mené aux ententes déposées à la commission, on m'a rétorqué que c'était des renseignements protégés, qu'on refusait de les communiquer. Donc là, on est dans un imbroglio. Je me suis quand même intéressé à savoir, avec les ententes intervenues, cette loi-là, cette modification à la loi qui permet les ententes et qui sont consignées auprès de la Commission d'accès à l'information, elle est en vigueur depuis 2022. Depuis 2022, il y a eu 301 ententes transmises à la Commission entre 2022 et 2023 pour permettre l'accès à des renseignements sensibles à des chercheurs dans des activités de recherche. De ce nombre-là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a clairement quand même une forte directionnalité, c'est-à-dire que le secteur de la santé, c'est 255 ententes. Le secteur de la nature et technologie, c'est 4 ententes. Et société et culture, 42 ententes. Cela dit, de ces 42 ententes-là, toutes portent sur santé et services sociaux, mais plutôt sur la composante services sociaux ou organisation du travail des infirmières, puisque l'Ordre des infirmières est quand même un partenaire en recherche qui semble plutôt actif. De tous les projets, toutes les ententes pour permettre des projets ententes pour permettre des projets de recherche portant sur impliquant des organismes et des données sensibles, seuls 3 projets incluaient le partenaire, l'établissement partenaire comme acteur étudié. Donc, comme personne qui pourrait avoir un rôle à jouer. Donc, plutôt que ça soit on regarde, je veux avoir accès à vos données pour être capable de comprendre comment les jeunes que vous accompagnez vivent de la dépression ou vivent des problèmes de jeu psychologique, jeu ou tout ça. Le rôle de l'acteur, son rôle comme, soit comme employeur ou comme intervenant, comme milieu ou ce rôle-là de l'organisme public faisait partie comme explicitement de seulement 3 des projets qui avaient permis une entente. Donc, ce qui laisse à croire que pour cette capacité d'avoir une perspective critique et d'avoir accès à des données pour développer une perspective critique sur la conduite des organismes publics, il y a peut-être des lacunes, ou en tout cas, le corporatisme que peuvent avoir les organismes publics joue peut-être. Ce qui m'amène à ma conclusion, qui est être capable de critiquer les organismes publics, leur rôle, être capable de le faire avec des données qui sont valables, qui sont de qualité, c'est selon moi un aspect essentiel dans le droit démocratique des citoyens de vote. Par-delà le vote, dans le droit démocratique qui est protégé par la Charte, dans le droit à une participation active et informée. Et je crois qu'il y a vraiment... il y aurait lieu de développer une réflexion et d'encourager une réflexion sur la liberté académique qui sort du rôle peut-être ou de l'individu qu'est le professeur et reconnaître, et là, il y a quand même reconnaître l'importance d'avoir accès à ce mécanisme de divulgation de l'information au travers, notamment, la mise en œuvre de la liberté académique. Et puis, bon, vu que je dépasse mon temps, je vais m'arrêter là et vous remercier de votre attention.